Bonjour, je vais maintenant procéder à l'analyse de la lecture LL2 qui est extraite du chapitre 19. Alors, ça ne sera pas parfait ce que je vais faire, mais je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez les étapes que nous devons suivre et ce que vous devez mettre dans une LL2 et comment il faut essayer de la mener. Voilà, donc c'est parti. L'extrait que vous nous avez donné à analyser est donc extrait du chapitre 19, extrait de l'œuvre Gargantua, écrit par François Rabelais et publié en 1542. Gargantua, ça met en scène un géant de manière un peu loufoque et comique, un géant qu'on suit de sa naissance jusqu'ensuite à la fin où il va mettre créer une abbaye. Alors c'est pas qu'un roman comique, parce que derrière tout ce burlesque qu'on va trouver tout le long de l'œuvre, il y a des réflexions en fait sur certaines thématiques de l'existence, des réflexions philosophiques et sur certains comportements. C'est le cas du chapitre que nous avons étudié. Alors, Gargantua arrive à Paris, il dérobe les cloches de Notre-Dame pour les mettre autour du cou de sa jument. Les Parisiens sont énervés, les universitaires de la Sorbonne décident de se mobiliser et d'envoyer Janotus de Bracmardeau pour aller faire un discours qui permette de convaincre Gargantua de rendre les cloches. Quand Ponocrate, le maître de Gargantua, voit débarquer tous ces universitaires, il décide de gagner du temps, il leur donne à boire, il leur donne à manger, et entre-temps, lui va négocier que les cloches soient bien rendues. Donc au moment où il prononce son discours, Janotus de Bracmardeau, en fait, les cloches ont déjà été rendues. Alors, c'est une harangue. Harangue, ça veut dire que c'est un discours qui est complètement décousu, qui est pédant, et en fait, l'intérêt de ce passage, pour Rabelais, c'est de montrer comment la langue, parfois quand elle est utilisée de manière artificielle, ne peut servir à rien dire. Donc c'est une satire en fait de ce que serait quelqu'un qui joue avec les discours, qui aime faire des discours. C'est vraiment une parodie comique, mais dans le but de nous faire réfléchir. Alors, on va découper le texte en plusieurs mouvements, peut-être pour en faciliter l'analyse. Alors, on va suivre finalement les arguments que formule tout de même dans son discours maître Janotus de Bracmardeau. Alors, premier mouvement, premier argument de la ligne 1 à la ligne 3, que nous verrons. Ensuite, le deuxième mouvement, on va s'intéresser à un deuxième argument qui est formulé de la ligne 5 à la ligne 11. Enfin, on continue. Troisième mouvement, on va se concentrer sur un troisième argument, ici, qui serait à peu près de la ligne 12 à la ligne 20. Quatrième argument, ligne 21 à ligne 25. Et enfin, effectivement, le dernier mouvement, ça serait celui-là, 6 étapes, qui concernent aussi un nouvel argument. Donc, en fait, plus simplement, on va suivre les arguments de manière linéaire. Dès le début du passage, Janotus de Bracmardeau prend la parole et en fait il tousse et il s'étouffe. On sait comme il est important, quand on prend la parole, de clarifier ses idées, d'avoir une bonne posture et une bonne élocution. Or là, vous voyez, ça ridiculise le personnage d'entrée de jeu, puisqu'il touffe, il s'étouffe, chose qu'on va retrouver aussi ici. Alors, il attaque avec mandiadis et vobis, ce sont deux mots latins. Et effectivement, à l'époque, il faut bien comprendre que formuler des expressions latines dans un discours et utiliser des mots de latin donnait un côté très sérieux, très important, parce que c'était la langue des intellectuels et la langue des savants, et pas du tout la langue du peuple, contrairement au français dans lequel a été écrit Gargantua. Mais là, dès le début, il y a un problème de décalage, c'est qu'effectivement, ce mot-là, monadias, c'est une abréviation de bonadias, bonjour en latin, mais on voit qu'il le prononce mal. Donc il y a déjà un premier problème, c'est qu'il utilise des mots latins qu'il prononce mal. Messieurs, donc il interpelle, c'est bien la situation d'énonciation, il interpelle son public et les gens à qui il s'adresse. On est dans la situation d'un discours, d'une harangue. Et voilà le premier argument qu'il formule. Ce ne serait que très bien que vous nous rendissiez vos cloches, car nous en avons grand besoin. Alors, on voit un premier argument qui devrait être quand même beaucoup plus efficace que cela et beaucoup plus fort, et c'est sur le besoin de ces cloches. Donc, on voit un premier argument déjà pas très efficace et plutôt défaillant. Dans le deuxième mouvement, qui correspond au deuxième argument, alors il va trouver un nouvel argument pour les convaincre de rendre les cloches. Et cet argument concerne un argument pécunier, c'est-à-dire un argument lié à l'argent. Et donc une belle somme d'argent, et son argument, c'est de dire qu'effectivement, même si des gens nous en avaient déjà demandé beaucoup d'argent, on l'a refusé. Qu'est-ce qu'il y a de comique dans la formulation de cet argument? Première chose qui saute déjà à la lecture, c'est qu'il explique que ça a déjà demandé par des habitants de Londres, près de Cahors. Quand on regarde sur une carte de France où se situe Cahors, Cahors est au sud-ouest de la France, donc ce n'est pas du tout près de Londres qui est en Angleterre. Donc déjà, il y a un problème incertitude. Il ne sait pas situer ces deux villes.
qu'il utilise pourtant dans son argumentation. Nous avons aussi refusé l'offre de ceux de Bourdeau-en-Brie. Ce village, bien sûr, n'existe pas. C'est une référence comique de Rabelais qui convoque, à côté de Londres, qui est quand même assez prestigieux, une ville capitale, la ville de Bourdeau-en-Brie. Euh, donc là, on comprend l'aspect comique qu'a voulu mettre Rabelais. Alors, là, il bascule dans une sorte de discours, en fait, qui est très compliqué, qui est très pédant. Pédant, c'est-à-dire c'est quand on utilise des mots complexes pour dire des choses relativement simples. Et c'est quasiment une caricature là de scientifique ou de savant qui va utiliser volontairement des mots difficiles à comprendre et pourtant pour dire quelque chose de très simple. Alors, quels sont ces mots? Substantifique, complexion, intronifiqué. Alors, intronifiqué, c'est une invention pure de Rabelais. Terrestréité, quiditative. Donc il y a un mélange de mots existants et de mots inventés, et pour nous dire donc que c'est là pour extranéiser les halos et les tourbillons sur nos vignes. Alors, si on doit transcrire cet argument de manière beaucoup plus claire et accessible, en fait, il est en train de nous dire que ces cloches sont composées d'une matière qui permet d'éloigner les orages et les tempêtes. Voilà, des vignes. Et effectivement, les vignes, c'est là où on produit le raisin. Et de ce raisin, on fait du vin. Donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est finalement que grâce aux cloches, il y a moins d'orages et de pluie qui s'abattent sur les raisins, qui les détruisent, et donc ça les préserve. Mais vous voyez, la manière avec laquelle il le dit, de manière extrême, montre en fait qu'il y a une sorte de pédantisme de sa part. Il essaye de montrer qu'il est savant, qu'il utilise des mots compliqués, et il le fait pour dire une chose extrêmement simple. Troisième point d'intérêt sur ce paragraphe-là, sur ce mouvement-là, c'est aussi que effectivement les cloches sont donc précieuses parce qu'elles permettent de protéger la vigne et les raisins, et il fait non, pas les nôtres, mais celles qui sont tout près d'ici. Alors là, c'est une petite moquerie aussi de la part de Rabelais, qui veut rappeler que certains prêtres, en fait, certains hommes d'église ou certains intellectuels vont monopoliser, utiliser les vignes et les considérer que c'est les siennes, alors que ce sont celles d'autres paysans. Et pour finir, donc il est confus, hein, le non, il est confus, il est hésitant, il tousse, il utilise des mots très complexes pour dire quelque chose de très simple. Et comme il se perd, je pense, dans son discours ici, il conclut en disant si nous perdons le vin, nous perdons tout. Vous voyez, un raccourci de pensée qui n'a pas trop de sens, parce que non, si on perd pas le vin, on perd pas tout, on perd le sens et la loi. Et là, il montre finalement que son argument, il tient pas la route et qu'il est ridicule, et pour essayer de le récupérer, il le formule de manière simple et finale. Mais ce deuxième argument, donc, n'a pas d'intérêt. C'est donc un nouvel argument que va formuler Janotus. Si vous nous les rendez à ma demande, j'y gagnerai 6 empans de saucisses, ainsi qu'une bonne paire de choses. Et alors là, l'aspect ridicule de son nouvel argument, c'est que ça concerne uniquement des biens matériels. Donc 6 empans de saucisses, c'est qu'on lui donnera à manger. Une paire de choses, c'est donc une paire de chaussures. Et là, il est en train de nous expliquer que ça lui fera du bien, qu'il en aura bien besoin, et que grâce à une paire de choses, finalement, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie, d'avoir des chaussures. Et là, vous voyez d'ailleurs que c'est très drôle, donc il répète plusieurs fois chose, ça montre un petit peu la pauvreté paradoxale de son vocabulaire, hein. Il aurait pu le dire de différentes manières. Et surtout, il y a cette partie-là où il dit, pour ma part, comme vous le voyez, je le sais bien pour ma part. Voyez. Et là, ça c'est intéressant, c'est parce qu'on peut imaginer qu'il est en train de parler, qu'il formule son nouvel argument en disant, écoutez, si vous arrivez à rendre les cloches, moi je vais être nourri, on va me donner de la nourriture, on va me donner de belles chaussures, et les chaussures c'est quand même important. Et puis d'ailleurs, il dit, voyez, comme s'il montrait ses propres chaussures. Donc on peut vraiment imaginer qu'il est en train de lever ses pieds et de dire à ceux à qui il s'adresse, regardez d'ailleurs l'état de mes chaussures. Donc on voit l'aspect un petit peu ridicule de ce... Dans ce mouvement, ce qui est également intéressant, alors c'est qu'effectivement il glisse à nouveau des citations latines. Sauf qu'elles n'ont pas lieu d'être finalement, ces citations latines. Donc, quand il dit rendez à César ce qui est à César est à Dieu, ce qui est à Dieu, autrement dit, c'est une expression latine que j'ai traduite ici en français. Mais vous voyez, elle n'a pas sa place. C'est une expression latine qui est devenue populaire d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est une manière de dire, bah écoutez, voilà, reconnaissez que c'est moi qui ai réussi le discours et que c'est grâce à moi qu'on a rendu les cloches. Donc, si vous devez récompenser quelqu'un, c'est moi. Et le fait d'utiliser des citations latines comme ça, glissées de manière un peu absurde au milieu de son discours,
on a une sorte de superposition de deux types de langage. À la fois, on a un langage un peu populaire, où il parle de 100 pans de saucisses, de chaussures, de choses. Vous voyez, c'est très matérialiste et c'est très trivial. Et on a un côté très élitiste avec des citations latines. Et la cohabitation des deux rend ce texte, bien sûr, extrêmement drôle. C'est cette même citation à latine qu'il utilise à la fin, qui signifie là est le problème. Autrement dit, il termine ce mouvement en disant bah voyez, si en plus vous me rendez pas mes cloches à Paris, eh ben le problème c'est que moi j'aurai pas ma récompense et je n'y gagnerai pas. On pourrait aussi nommer les interjections. Quand il dit dominer, en fait, il s'adresse au Seigneur. Hein, c'est comme s'il interpelle, enfin, en tout cas, il interpelle son public, mais il le fait à témoin. C'est-à-dire, il prend le Seigneur à témoin. À l'époque, effectivement, dites-vous aussi que les intellectuels étaient des gens croyants. Donc, il utilise comme si ça se faisait sous les yeux de Dieu et qu'il le rappelle à plusieurs reprises dans son discours. Je dirais aussi qu'il y a autre chose qui est intéressant, c'est les emplois des pronoms vous et nous, qui montre encore une fois, qui nous rappelle qu'on est bien dans un discours et qu'il est en train de s'adresser à un public. Alors, pour le quatrième mouvement, ce que je vous propose, c'est d'aller faire, on va terminer le texte en fait, donc c'est les deux étapes qui nous restent. On va aller voir plutôt le texte que j'ai utilisé pour faire la lecture expressive, parce que c'est là où ça vous apparaîtra le plus clair possible. Alors, dans ce dernier mouvement du texte, nous avons un nouvel argument qui est donné. Et encore une fois, donc par ma foi, dominé, donc il interpelle à nouveau face, enfin, en tout cas, il prend Dieu à témoin. Si vous voulez bien souper in camera avec moi, par le corps de Dieu caritatis, no faciemus bonum cherubin, ego oxidi unum porcum et ego habite bon vino. Ici, c'est une succession de formules latines qui sont d'ailleurs inexactes. C'est-à-dire qu'en fait, il commet des fautes dans ces formules latines. Si vous voulez, la traduction exacte, c'est celle que j'ai mis dans votre texte, qui était l'autre. Donc ça serait ça, par ma foi, dominé, si vous voulez bien souper avec moi, dans la salle des aumônes, nous ferons bonne chère. Moi j'ai tué un porc et moi j'ai du bon vin, mais on ne peut pas faire du mauvais latin avec du mauvais vin. Moi, comment j'interpréterais ce passage-là? Clairement, il est de plus en plus ivre, il est un peu saoul, et en fait, il accumule des formules latines qui n'ont pas de sens, et au final, il finit par conclure, mais on ne peut pas faire du mauvais latin avec du mauvais vin. Vous voyez qu'il est confus, il rapproche le latin avec le vin, encore une fois, parce que le vin, je pense, est le cœur de ce qui est en train de l'obséder actuellement, c'est qu'il pense beaucoup à boire. Et enfin, dans le dernier mouvement, pour terminer, on va avoir deux arguments. Donc là, il va dire allons départe Dei de par Dieu. Donc on voit qu'il essaye de s'énerver, ça devient de plus en plus intense, il essaye de monter crescendo son discours. Et donnez-vous nos cloches. Et là, c'est quasiment une formule impérative. Il leur donne l'ordre de le rendre. Donc, parce que pour lui, je pense qu'il n'a pas d'autres idées, il n'a pas d'autres arguments à formuler. Ce qui dit la pauvreté quand même de son discours. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Donc, cette fois-ci, il va proposer quelque chose en échange. Et donc, oui, c'est à son tour, alors il propose deux choses. Je donne au nom de la faculté un sermon d'Udine. Alors, Udine était un personnage de l'Antiquité qui faisait des sermons latins. Dans sermon, c'est à l'église, vous faites des discours sur des thèmes auxquels vous réfléchissez. Que plaise à Dieu, vous nous rendiez nos cloches et vous voulez aussi des pardons. Donc là, il les interpelle avec une question. Alors, les pardons, à l'époque, les chrétiens proposaient qu'on pouvait acheter sa place au paradis. Et en fait, si vous donniez des sous à l'église, vous pouviez avoir l'espoir d'avoir une vie après la mort qui vous serait plus douce et d'acquérir, de gagner le paradis grâce à ces dons d'argent que vous faisiez. Donc là, c'est une référence clairement à ça. Donc il leur dit, mais si vous voulez des pardons, on peut vous en donner. Mais je vous en prie, rendez-nous nos cloches. Et il leur dit, vous les aurez gratuitement. Donc là, on voit un homme qui est prêt à se vendre pour avoir les cloches. Donc, pour conclure, on a donc la parodie d'un discours où l'intérêt, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a un mauvais orateur, mais qui utilise toutes les techniques qu'il a sans doute apprises pour pouvoir convaincre les gens. Mais c'est un mauvais orateur qui s'étouffe quand il parle, il tousse, il écorche les mots, il articule mal, il a des arguments qui ne tiennent pas la route, c'est mal structuré, il fait des erreurs de tournure latine, parfois il essaye de se donner une image un peu pédante et prétentieuse, et ça ne fonctionne pas. Et donc, on a un discours qui tombe à l'eau, qui est ridicule, mais tout l'intérêt, il n'est donc pas qu'il ait réussi son discours, mais bien qu'il l'ait raté. Et donc, ça fait réfléchir au fait que parfois, on peut utiliser la langue, le langage, comme quelque chose d'artificiel et que ça peut ne pas fonctionner.
Ça me fait vraiment fortement penser à ce que je vous ai projeté au début du cours, c'est-à-dire le discours parodique de Charlie Chaplin sur Inkel. Il parodie Hitler et il reprend toutes les attitudes que peut avoir Hitler à cette époque-là, en 1940, quand il prend la parole en public, et il les pousse à l'extrême, ce qui en montre le ridicule du personnage, comme par exemple quand le micro se plie sous la force du personnage, ou quand une fois il aboie comme ça, il aboie des choses qu'on ne comprend pas, puisque c'est pas d'ailleurs pas traduit, et tout d'un coup il s'étouffe dans ses aboiements, donc on n'arrive pas à distinguer ce qui est de l'ordre de l'étouffement de ce qu'il dit. On est exactement dans le même procédé, on parodie un discours à l'extrême, on montre une caricature de personnage euh, pour se poser des questions justement ensuite sur le danger que cela peut être d'avoir des gens qui apprennent à parler, qui apprennent la forme, mais qui peuvent finalement ne rien dire du tout. C'est-à-dire on est très impressionné par la forme, mais si on s'intéresse au fond, le fond est creux et le front est vide.